Il y a des gens aujourd'hui qui sont très contents d'avoir un beau salaire, d'être en cabinet tranquille, qui ne veulent pas se prendre la tête avec la problématique du client n'a pas payé, le client est on a un souci, tout ça, ils ne le veulent pas. Donc, ils veulent une stabilité. Et il y a certaines personnes qui ne se contentent pas, qui ne peuvent pas se contenter d'être salariés. Je te donne une info que j'ai eue hier. Imagine-toi que le Maroc est le pays qui consomme le plus d'intelligence artificielle au monde. C'est-à-dire qu'on est le peuple qui utilise le plus l'intelligence artificielle dans le monde. Donc aujourd'hui, on est dans une ère où notre jeunesse, notre peuple, il se met à la page. Bien sûr. Il n'est plus dépassé. Et il ouvre la porte à l'Afrique aussi par rapport à tout ce qui est digital. Une anecdote d'un MRE qui est venu au Maroc. On a créé sa boîte, filiale d'une boîte française. Il était sous-traitant d'une grande entreprise. Donc il commence, il prend premier marché, deuxième marché, troisième marché. Sauf que il a pris notre accompagnement pour la création. Okay. Mais ensuite, il a décidé de continuer tout seul. Okay. Libre à lui. Oui. Il a fermé. Je dis pas que je suis un magicien, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a pris marché sur marché. Et il n'a pas sécurisé ses contrats, il n'a pas été payé. Au bout d'un moment, il n'a pas été payé, il avait trop de charges. Oui, il ferme. Ouais. J'ai eu une réunion avec un gars, il est arrivé, Sofitel de Casablanca, le mec il était tout en Louis Vuitton. Il parlait à peine. Mais lui, il est observé. Il est arrivé 5 mois plus tard. C'est lui le big boss. En fait, on lui faisait des rapports. Oui, il paye les gens pour faire ce que lui, il n'a pas le temps de faire. Il a envoyé 2 personnes faire une reconnaissance de terrain pendant 5 mois avant de se décider. Et au final, il s'est pas lancé. D'accord. Parce que les retours n'étaient pas satisfaisants pour lui. Pourquoi? Parce qu'il estime que l'argent qu'il a... risque et pas l'argent qu'il a investi pour comprendre comment était le marché, il ne vaut rien par rapport à l'investissement qu'il allait faire. Bien sûr. Parce que oui, aujourd'hui, tu paies un conseil, tu envoies quelqu'un, ça a un coût. Bien sûr. Mais le coût de perdre tes économies ou une enveloppe de 200, 300, 400 000 euros, ça n'a rien à voir. C'est 2 choses totalement différentes et c'est comme ça qu'il faudrait le voir. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Maroc Talk où nous parlons du Maroc dans tout son envers du décor, que ce soit sur des experts, sur des témoignages de personnes qui sont installées. Et cette page est dédiée aux personnes qui souhaitent entreprendre et y investir au Maroc. Aujourd'hui, j'accueille Mouad, qui est juriste conseil, et il va nous partager son expertise et aussi pourquoi il est revenu vivre au Maroc pour faire son projet. Salam alaikum, Mouad. Alaikum salam, Oussama. Merci pour l'invitation. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Avec plaisir. Alhamdoulilah. Ça fait plaisir d'être là aujourd'hui. Bon. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est moi, Adak Chao. Je suis juriste conseil, installé à Casablanca depuis 2018. Donc, je suis originaire du Maroc, Ziada Okhlouk, comme on dit. Je suis parti faire mes études en France. J'ai fait un petit saut en Angleterre et aux États-Unis pour la touch internationale. Et j'ai décidé de rentrer pour faire carrière au Maroc et participer au développement de mon pays. Donc aujourd'hui, je suis juriste conseil. Je suis à la tête d'un cabinet de conseil en droit des affaires et fiscalité. Et on aura l'occasion d'en reparler, Inch'Allah, plus tard dans le podcast. Exact. Bon, en quoi consiste ton travail? Bon, t'as travaillé en France pendant combien de temps déjà? Pas moins d'1 année. Ok. Ouais, 1 année. J'ai fait 8 mois aux États-Unis. J'ai fait 10 mois en Angleterre. D'accord. Et j'ai fait quand même une carrière au Maroc pendant... J'ai été salarié pendant 4 ans. Ok. Avant de me lancer à mon compte. D'accord. Et t'as été à ton compte depuis combien de temps? Ça fait maintenant presque 3 ans, Inch'Allah. On fête l'anniversaire de l'ouverture d'AKT Advisor dans 2 mois. Dans 2 mois? Ouais. Magnifique. Et 3e bougie. 3e bougie. Ouais. Et comment t'as vécu ce projet-là, parce que de passer de salarié à créer son entreprise, c'est pas évident. Humainement, déjà. Bien sûr. Bien sûr. Comment te dire? Brièvement, je vais te raconter l'histoire.
Donc, je passe de cabinet, j'étais dans un cabinet d'avocats, je passe en entreprise et très rapidement, mais quand je te dis très très rapidement, au bout de 3 jours, je me suis rendu compte que je n'étais pas fait pour le monde de l'entreprise. C'est-à-dire que je n'étais pas capable d'évoluer dans une structure où j'allais voir les mêmes choses, faire les mêmes choses et être cadré toute une vie. Donc, je suis sorti et là, j'ai cogité pendant quelques mois. Cogité sur ma situation, sur ce que je pouvais faire, sur mes capacités, bien sûr. Bien sûr. Sur voilà, l'état d'avancement de ma carrière, de mon développement personnel. Et je me suis dit, bon, aujourd'hui, si je ne tente pas la chose, je peux le regretter plus tard. Et s'il y a quelque chose que je ne supporte pas, c'est les regrets. Ouais, ben oui. Donc, quand j'ai une idée ou j'ai un projet, je le tente, même s'il faut échouer. Je ne considère jamais l'échec comme une finalité, mais comme, voilà. Un apprentissage. Un apprentissage et un gain en maturité, un gain en savoir. Parce que j'essaie d'apprendre mes erreurs. Ouais, c'est ça qui est bien aussi quand on entreprend, c'est qu'on on va plus, on va dire, gérer la partie, tout ce qui ne va pas, en fait, et aller chercher des solutions pour ça. En tant que salarié, on se dit, je fais ce que j'ai à faire et à la fin du mois, je vais avoir mon salaire en vrai. Oui, après, voilà, on est dans une ère aujourd'hui où tout le monde veut entreprendre. C'est la vibe, Bien sûr. c'est une mode, c'est un effet de mode. Il y a quelques années, tout le monde voulait être manager dans une entreprise. Aujourd'hui, tout le monde veut entreprendre. C'est bien, mais après, il faut toujours rester réaliste. Ben, il y a des gens qui ne veulent pas entreprendre. Bien sûr. Il y a des gens qui ne veulent pas prendre le risque. J'avais, comme anecdote, un mentor, un avocat français qui est installé à Casablanca depuis de nombreuses années. Il m'avait dit, tu sais, Mohamed, il y a des gens aujourd'hui qui sont très contents d'avoir un beau salaire, d'être en cabinet tranquille, qui ne veulent pas se prendre la tête avec la problématique du client n'a pas payé, le client héros, on a un souci. Tout ça, ils ne le veulent pas. Donc, ils veulent une stabilité. Et il y a certaines personnes qui ne se contentent pas, qui ne peuvent pas se contenter d'être salariés. Eux, ils ont besoin d'un challenge, ils ont besoin de résoudre des situations, d'aller de l'avant et ils ont besoin de rêver. Et d'avancer. L'entrepreneuriat, moi, je le vois plutôt comme du développement personnel. Moi, perso, depuis que je me suis lancé à mon compte, j'apprends sur moi, j'apprends sur les autres. Franchement, moi, je n'étais pas fait pour le salariat, dans le sens où j'étais confiné à me dire, ah ouais, mais en fait, j'ai un directeur, il me dit, voilà votre zone de challenges. Et en fait, moi, j'étais toujours force de proposition, je voulais un step au-dessus à chaque fois. Et là, je me suis dit, attends, Oussama, en fait, c'est que je changeais de boulot tous les ans. Ouais. J'étais instable au niveau salarié, j'étais hyper instable. Je me suis posé la question à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, c'est pas eux le problème, c'est moi. C'est qu'en fait, je suis pas à la bonne place. C'est qu'en fait, il faut que je crée. Exactement. Et c'est bien d'avoir ce recul-là et de pouvoir se dire, c'est pas le problème des autres, c'est mon problème. Moi, il faut le résoudre. Et à un moment donné, c'est vrai qu'aujourd'hui, entreprendre en France, c'est autre chose. C'est un peu plus compliqué. Il y a beaucoup plus de barrières. Mais aujourd'hui, entreprendre, c'est toujours prendre un risque parce que on nous a toujours dit qu'il ne tente rien n'a rien. Bien sûr. Tu ne vas pas tenter, tu vas rester à ta place. Ouais, bien sûr, je suis d'accord. Et aujourd'hui, avec la société qui évolue, avec l'apparition de nouvelles choses que les générations d'avant n'ont pas connues, on est obligé de s'adapter. Bien sûr. On est obligé de s'adapter, même côté financier. À un moment donné, le rythme de vie, il a accéléré. Donc, il faut suivre la cadence. Ouais. À un moment donné, il faut s'en sortir. Donc, c'est un travail de longue haleine. Il faut être patient, il faut y aller, faut croire en soi. Parce que c'est pas facile tous les jours. Facile, bah oui. Il y a des jours où tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, oui, des fois, on se pose la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'allais prendre mon salaire et je vais arrêter. Ça m'arrive souvent. Des fois, tu regardes tes salariés, tu leur dis,
Ah, mais vous rentrez à l'heure. Là, vous êtes bien. Parce qu'à un moment donné, quand c'est toi le dernier qui ferme la porte, sort, et t'es le premier à arriver. Moi, ça m'est arrivé à un moment donné, mais j'étais content. Oui. Mais j'étais content d'arriver à 7h30 et de repartir à 22h. Après, t'as une vie de famille qu'il faut, qu'il faut gérer. Il y a aussi une responsabilité derrière. Bien sûr. Donc, c'est un jeu d'équilibriste et, faut essayer. Alhamdoulilah, petit au fqna. On arrive à faire la part des choses. Hein. Mais c'est ça, tu relèves quelque chose de très intéressant quand tu parles de la famille. C'est que quand tu entreprends, il y a ta famille aussi qui subit un petit peu ce que tu vis. Bien tu sûr, vois, qui subit. Moi, je le vois. Hein. Franchement, heureusement qu'elle est là, hein, qu'elle me supporte ce qu'il a. Mais moi, je t'ai dit au début, quand je lui ai dit, je lui ai posé la question, est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce qu'on y va? Moi, j'ai posé toutes les questions. Allez, c'est bon. Mais ça, en fait, c'est pour dire aux gens qui veulent entreprendre, c'est avertissez votre entourage. Surtout si vous avez une épouse, si vous avez des enfants, parlez-leur de votre projet. Dites-leur que ça va être compliqué, que ça va être dur, qu'il faut être patient. Et ça, c'est des choses qu'il faut bien prendre en compte. Tout à l'heure, tu parlais de la différence entre entreprendre en France et au Maroc. Quelle est la différence pour toi? Quels sont les avantages et s'il y a des inconvénients, s'il y en a? Aujourd'hui, le climat des affaires en France, il est un peu miné par l'insécurité politique. Dans le doing business en France, actuellement, on a un cadre juridique et fiscal tellement compliqué qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus envie d'entreprendre. Si on regarde les statistiques et si on s'intéresse au marché financier français actuellement, on se rend compte facilement que les entrepreneurs vendent et s'en vont. Ouais. Et c'est des fonds d'investissement qui rachètent, qui gèrent et qui récupèrent. Mais avec des montages hyper compliqués, tant au niveau fiscal que financier, pour pouvoir s'en sortir. Parce que la ceinture, elle est vraiment serrée. Il y a plus win-win entre... Oui, l'entrepreneur, surtout quand il débute, il n'a pas cette impression d'être soutenu. Exact. Et il a plus de marge de manœuvre. Il y a quelques années, il y avait encore une marge de manœuvre où les gens pouvaient quand même entreprendre et récupérer, ne serait-ce qu'un minimum. Ouais. Aujourd'hui, ils ont l'impression de travailler pour rien. J'ai l'impression qu'ils sont en train tous les entrepreneurs sont en train de payer la dette qu'il y a eu pendant le Covid. Moi, c'est ce que je vois, moi. Pas pendant le Covid. Moi, j'ai l'impression que cette dette-là, elle date de plus longtemps. Hein. Elle date de l'époque Chirac. Moi, j'ai envie de dire que la dette, parce que soutenir un système qui est depuis toujours un système socialiste, aujourd'hui, fait que, la couverture et la protection sociale aujourd'hui en France a fait que les deniers ont disparu. Ouais, bien sûr. Et la gestion de la finance publique a été mal réalisée. C'est-à-dire que j'en discutais l'autre jour avec un client qui est notamment expert en gestion de patrimoine en France, qui est agréé par les plus hautes autorités. Il me disait, mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, la France emprunte à un taux plus élevé que la Grèce, alors que la Grèce a été financée en partie par l'argent de la France. Donc comment ça se fait? Donc il y a des problématiques, il y a une situation qui fait qu'aujourd'hui, et c'est pas seulement ça, il y a cette partie, il y a aussi une grande partie qui est sociale. Il y a un cadre social qui fait que tout le monde veut partir. Oui. C'est malheureux parce que voilà, c'est un pays quand même qui a beaucoup apporté, qui apporte beaucoup. Un très beau pays. Moi, j'ai été formé en France. Ah oui, moi aussi. J'ai fait un lycée français depuis que je suis tout petit. Bien sûr. Pour moi, c'est comme si j'avais grandi en France. Donc, à un moment donné, je ne vais pas dénigrer ce pays parce qu'il m'a énormément apporté. Oui, non, c'est la situation sociale qui est plus, plus avantageuse. C'est ça, en fait, qu'on retient. C'est pas la France en elle-même. Non, c'est ni la France, ni les Français. C'est une situation où même aujourd'hui, j'accompagne des investisseurs et des entrepreneurs et de grands groupes français dans leur installation au Maroc. Voilà. Parce que, voilà, à un moment donné, ils sentent qu'il y a une oppression. Ils sont opprimés fiscalement, financièrement, et ils n'ont plus de marge de manœuvre pour justement créer de la valeur. Donc, ils se retournent vers un pays où, alhamdoulilah,
il y a tout à faire. Exactement. C'est ça que je voulais. Mais il y a quand même un cadre qui est en train de se construire. Ah, mais ça, on le sent. Important. Ça, on le sent. Et moi, je veux avertir tout le monde dans le sens où moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, ouais, je veux entreprendre au Maroc. Ils ont l'impression qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent ici. Qu'est-ce que tu leur répondrais à ces personnes-là? Faire ce qu'ils veulent. J'extrapole un peu la question, mais en vrai, c'est mon ressenti, c'est que il y a des fois, j'ai des personnes qui veulent créer une entreprise, mais ouais, bon, au Maroc, je peux faire un peu ce que je veux. Je suis dans une terre où on peut faire ce qu'on veut. Qu'est-ce que tu répondras à ces personnes-là? Parce que pour moi, j'ai l'impression qu'ils sous-estiment un petit peu tout le cadre fiscal et juridique du Maroc, sans bien sûr dire que c'est pas une généralité dans ce que je fais, c'est une minorité qui pense ça. Donc, je voulais savoir, qu'est-ce que tu en penses de ça? Quelles sont les choses qui sont mises en place aussi au Maroc? Faire ce qu'on veut d'un point de vue entrepreneurial, ce n'est pas possible parce que déjà, pour pouvoir entreprendre, il y a des formalités, il y a des conditions à remplir, il y a des obligations, tant juridiques que fiscales, et il faut se conformer aux normes marocaines. Il y a des normes. C'est vrai qu'on n'a pas des normes aussi complexes et aussi strict que la France. Et alhamdoulilah que ce n'est pas le cas, parce que sinon, ça serait décourageant. Mais aujourd'hui, on a un cadre juridique qui est très soutenu et qui est très strict. Donc, on ne peut pas se permettre. Il y a des gens qui se permettent de faire ce qu'ils veulent, mais ils seront rattrapés. Les contrôles fiscaux, ça existe. Il y en a, moi, je suis fils d'un ancien directeur général des impôts. Et je peux te dire, et ma mère aussi était directrice des impôts. Et je peux te dire qu'eux, ils rigolent pas. Ils rigolent pas. Et aujourd'hui, l'arsenal fiscal et le personnel fiscal des contrôleurs et de l'administration fiscale en général, il est en train de se développer. Il est en train de se moderniser. Donc, ils sont de plus en plus capables d'aller vous chercher. Et ils peuvent aller vous chercher en France. Ça, j'ai une anecdote où une personne a été rattrapée en France. D'accord. Par voie diplomatique, on lui a fait signifier que si elle ne se présentait pas, ça serait des poursuites en France directement. Incroyable. Donc, on a un armada juridique et fiscal au Maroc qui fait que on ne peut pas se permettre de faire ce qu'on veut. Il y a des règles, vous pouvez entreprendre. L'État encourage, justement. Oui, on le voit avec des aides et tout ça pour les Marocains du monde. Oui. Mais attention à ne pas croire ce qu'on peut vous dire ou les mythes que vous pouvez entendre. Aujourd'hui, il y a des règles à respecter et si elles ne sont pas respectées, les conséquences, elles sont fâcheuses parce qu'ils ne vont pas rigoler. L'État marocain ne va pas être indulgent avec une personne qui ne respecte pas son cadre. Bien sûr. Vous pouvez faire du business, ok. Faites de l'argent, ok. En respectant les règles. Mais en respectant les règles. Si vous commencez à faire n'importe quoi, ils vont pas vous rater. Mais c'est important que tu le dises parce que moi, je voulais vraiment avoir ton avis en tant que juriste. Et du coup, par rapport à ton métier, quel est ton rôle exactement? Quel est ton rôle exactement? Parce que je voulais en parler un petit peu après de ça, c'est que tes compétences aujourd'hui, elles peuvent aider beaucoup de personnes qui veulent entreprendre au Maroc. Bien sûr. Donc aujourd'hui, le rôle du juriste, il peut être réparti en deux volets. Il y a un volet entreprise où vous pouvez retrouver des juristes qui sont au sein d'une entreprise et qui vont faire le travail de conseiller interne. Et il y a le juriste externe, qui est un expert qui a eu l'occasion de travailler sur des dossiers internationaux, qui a une expérience quand même, qui a du recul et qui joue le rôle du partenaire. C'est vraiment un rôle de partenaire que je joue aujourd'hui. Avec mon cabinet, on ne se positionne pas en tant que prestataire pour faire une mission, créer une entreprise et puis c'est bon. Non, on est là justement pour accompagner. Donc, on accompagne pour la création d'entreprise et la création d'entreprise, ce n'est pas quelque chose à dénigrer ou à minimiser. C'est très important. C'est beaucoup plus complexe que peuvent le penser certaines personnes. Ils se disent, oui, non, c'est juste une formalité. Chaque situation est différente et c'est du cas par cas, c'est ça? Bien sûr. Et je reviendrai là-dessus. Mais il y a le après création d'entreprise. Oui. Il y a la mise en conformité. Parce qu'aujourd'hui, vous faites une activité, peu importe l'activité, je vous dis, vous êtes
je vais dire n'importe quoi, vous êtes promoteur immobilier, Oui. Ben, vous avez un nombre de règles à respecter. Vous devez vous conformer à certaines circulaires. Vous devez, à des normes aussi. Oui, à des normes. Vous devez obtenir des autorisations. Vous devez maîtriser le droit immobilier, le droit fiscal, le droit foncier. Vous devez maîtriser le droit social pour vous employer, parce que sinon, oui, vous allez vous retrouver au tribunal plutôt qu'au chantier. Oui. Il y a énormément de choses que vous devez maîtriser et que vous devez mettre en conformité. Il y a des gens qui arrivent au Maroc, et moi j'en ai vu, je vais te raconter une anecdote d'une personne du Moyen-Orient qui est arrivée au Maroc, qui ne connaît rien à la législation marocaine. Il est restaurateur, donc il arrive et il veut racheter un petit restaurant proche d'une cité universitaire. Donc lui, il se dit, c'est une bonne affaire, il y a de la clientèle, je vais m'adapter, tac, tac, ça va marcher. Il est très bon dans son domaine. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va voir un comptable, avec tout mes respects, pour ce métier qui est quand même hyper important. Donc il va le voir, il lui dit, ouais, voilà, je vais acheter cette société qui a un fonds de commerce. Le comptable, il lui fait il fait son travail. Un contrat de cession. Non, c'est pas son travail. En fait. D'accord. Ah oui. Il fait un contrat de cession. Cession sans vérification antérieure, sans audit juridique, sans audit fiscal, sans audit financier. C'est l'entreprise, elle est saine. Voilà. Donc, il achète et il met en place un plan de financement et il s'endette, et il signe des reconnaissances de dette. Donc, il se met vraiment dans le rouge. D'accord. Pour prendre cette entreprise. Donc, il la récupère, il est content, il récupère les clés, il enregistre au tribunal de commerce son entreprise à son nom, tout est bon. 2 mois plus tard, les scellés. Qu'est-ce qui se passe? Hors du tribunal, éviction. Ok. Donc, la personne, elle a payé 70 000 euros, je me rappelle le fonds de commerce. Elle voit ces 70 000 euros scellés. Okay. Il n'y a plus rien. Et même le matériel qui était à l'intérieur, il a été saisi. D'accord. Pour justement compenser les dettes. Les dettes du propriétaire qui était justement la cité universitaire. Donc lui, il vient, il achète. Il veut acheter une société. Il va investir 70 000 euros. Il s'endette pour ça. Il s'engage auprès du vendeur. Le vendeur derrière, il est de mauvaise foi. Oui. Je vois. Donc, automatiquement. Là, c'est le début des problèmes. Et là, il faut un avocat pénaliste. D'accord. Avocat pénaliste, ça coûte de l'argent. Ok. Et donc, ça prend l'intérêt de passer par les services juridiques que tu proposes. Je t'explique. Tu viens me voir. Tu as un projet comme ça. Tu veux racheter une entreprise. La première chose que je vais te dire, on lance un audit. On signe ce qu'on appelle une promesse de vente. Compromis de vente avec le vendeur. On signe un contrat de confidentialité avec lui et il nous remet l'ensemble de la documentation juridique. Et l'ensemble de la documentation financière, les bilans et tout. La banque, il y a l'expert comptable d'un côté et c'est l'un de ses principales missions, c'est l'audit. Oui. Il est auditeur. Donc il analyse la solidité financière, moi j'analyse la conformité juridique. D'accord. Et au final, on fait un rapport, ce qu'on appelle un rapport d'audit juridique, de due diligence, et on le remet au proprio. Donc on lui dit, voilà les anomalies, voilà les anomalies. Avant de se lancer. Tu connais le risque. Eh oui. Tu connais le risque, et même en plus, on vient remettre une couche, on ajoute ce qu'on appelle un contrat de garantie d'actifs et de passifs. Okay. Ce contrat-là, il va garantir à l'acheteur que s'il y a un problème qui intervient après la vente du contrat, mais qui a son origine avant la vente, c'est automatiquement le vendeur qui prend en charge. D'accord. C'est une sécurité. C'est une sécurité en plus. Bien sûr. On bloque une partie du montant total de la vente qui n'est libéré qu'au bout d'un certain nombre d'années. Pour justement sécuriser la vente. Pour que la personne qui achète, au moins, elle soit sûre et certaine qu'il ne va pas... Ça, ce sont des procédés qu'utilisent les grandes entreprises. Les grands cabinets ont fait ça. Et moi, je veux appliquer ça
Aux petites entreprises. Aux petites entreprises parce qu'il y a un intérêt derrière. Je me suis dit, quand j'ai créé mon entreprise, je me suis dit, il y a un vide juridique, il y a un manque d'accompagnement pour les PME. Et c'est elles qui prennent le plus de risques. Parce que c'est elles qui n'ont pas les reins solides. Elles n'ont pas les reins solides, elles n'ont pas la trésor, elles n'ont pas tout ça. Parce qu'une grande entreprise, quand elle va pour un deal et qu'elle perd 100 000, 200 000, 300 000, niveau trésor, ça bouge pas. Bien sûr. Il y a les reins solides. Ouais. Mais pour une petite entreprise ou pour un entrepreneur, toi, déjà, Oussama, tu arrives au Maroc, des économies de toute une vie. Exactement. Tu poses parce que, voilà, il y a un projet qui me tient à cœur. On t'a vendu du rêve. Ouais. Mais ça peut être pour une entreprise, ça peut être pour un terrain. Ouais, tu arrives, tu vois le terrain, tu t'imagines, toute ta vie, tu as trimé tous les 6 heures du matin, tu te levais pour aller au travail, à la fin du mois, tu serres la ceinture pour mettre de côté, tu veux te construire ta maison au Maroc. Ouais. Tu viens, tu achètes le terrain. Il y a un problème. Il est pas titré, Milkia, tu te retrouves au tribunal. Ouais. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait tes vérifications avant. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris le conseil. Et c'est là où j'interviens. Ouais. C'est en amont. Le conseil, est-ce qu'il est obligatoire ou est-ce qu'il est plutôt conseillé? Il est obligatoire. Pourquoi? Parce que tu es en train d'investir. Il est obligatoire parce que si tu as conscience qu'aujourd'hui, tu prends un risque d'entreprendre, vaut mieux minimiser le risque. Le banquier, quand tu vas le voir et que tu lui dis « suis-moi sur un projet », lui, il veut risque zéro. Oui. C'est pour ça qu'il te demande une hypothèque. Parce qu'il veut risque zéro. Oui. Mais toi aussi, tu devrais penser comme un banquier. Exactement. Risque zéro. Minimum. Il n'y a pas de risque zéro dans l'entrepreneuriat. Il n'y en a pas. Mais tu évites les gros pièges. Bien sûr. Tu évites les gros. Donc, autant investir sur des prestations que de conseils et juridiques, tout ça, pour éviter derrière que je me sente lésé ou que j'ai un problème après. Bien sûr. Bien sûr. Et ça, j'ai beaucoup d'étrangers aussi qui me contactent, des Suisses, des Français, des Belges, et pas marocains du tout. Donc ça, c'est pour ça qu'aussi l'interview qu'on fait aujourd'hui, ce partage qu'on fait aussi, il a un intérêt aussi pour ces personnes-là qui ne connaissent pas le Maroc. Leur dire, voilà, au Maroc, il y a des choses en place, venez y entreprendre, venez y investir, la porte elle est ouverte à tous, que ce soit pour les Marocains du monde. Il n'y a pas de restriction. Voilà. Donc un étranger aujourd'hui, il peut entreprendre comme il veut ici. Bien entendu. Est-ce qu'il a comment on dit ça? Des barrières. Des barrières. Des freins. Non, je dirais pas des barrières ou des freins, des exigences. Par rapport à un Marocain, la différence entre les deux, pardon. La seule exigence qu'on peut avoir lorsqu'on est étranger et qu'on veut investir au Maroc, c'est d'être en règle niveau séjour. Donc il y a une carte de résident à demander. Ok. C'est la seule exigence qu'on vous demande parce que aujourd'hui vous habitez au Maroc, vous ne pouvez pas habiter au Maroc sans avoir un titre de séjour. Si vous n'êtes pas marocain. D'accord. Il vous faut comme dans tout pays où on demande un titre de séjour. C'est la même chose au Maroc. On a une procédure qui fait que, voilà, un étranger, selon ce qu'il vient faire, il aura un titre de séjour, soit retraité, soit employé, soit investisseur. Okay. Soit marié à conjoint d'un Marocain ou Marocaine. Oui. Donc, il y a différents types de cartes de séjour. Et le Marocain l'étranger qui va résider au Maroc plus de 90 jours doit demander un titre de séjour. Obligatoirement. C'est obligatoire. Donc, à part ça, non, il n'y a aucune barrière à entreprendre. Au contraire, après, un étranger, il y a une règle qui va différer, c'est que un étranger ne peut pas détenir une terre agricole. Oui, les VNA. La terre agricole, et là, c'est un projet de loi qui a été instauré et c'est une loi qui a été adoptée justement pour protéger le secteur agricole marocain, pour éviter que, voilà, on ne perde le contrôle sur ce pôle qui est vital pour le Maroc. Bien sûr. Donc aujourd'hui, un étranger ne peut pas venir faire de l'agriculture au Maroc. Il doit s'associer avec un Marocain et être minoritaire pour pouvoir se lancer dans un projet comme ça. Mais hors agriculture, tous les secteurs sont ouverts. Et d'ailleurs, on le voit, de plus en plus d'investisseurs étrangers choisissent le Maroc pour justement cette dynamique qui est en train d'être mise en place et qui a commencé il y a 10 ans quand même, il ne faut pas se mentir. Moi, avant de partir en France, le Maroc, il avait déjà pris un virage. Oui. Et et après, voilà, ça s'est accéléré avec les événements, avec avec la Coupe du Monde 2022 qui a mis les projecteurs sur le Maroc aussi. L'annonce de l'accueil de la
Coupe du Monde. Coupe d'Afrique déjà, et puis la Coupe du Monde. Incroyable. Donc aujourd'hui, on est sur des événements qui font que il y a toute une dynamique qui est en train d'être mise en place et qui est en train de prendre avec des secteurs qui ont évolué, avec un pays dont le PIB est en train d'augmenter, Il est monté à 4,3 là, je crois. Exactement. Donc aujourd'hui, on est sur une phase où le Maroc essaye de se hisser à des exigences et à des standards dignes des États-Unis, de la France et des pays développés, parce que on est en train de construire les bases d'un pays développé. Bien sûr. Mais quand tu co-organises un événement comme la Coupe du Monde avec l'Espagne et le Portugal, c'est le premier pays qui va faire ça, africain. C'est que le pays pèse à un moment donné. C'est pas, on ne rigole plus. Ce n'est plus le Maroc d'il y a 20 ans où on se disait oui, il y a encore beaucoup à faire. Non, aujourd'hui, on est fiers de dire. Il y a des bases solides, les opportunités sont là. Il faut juste être un petit peu curieux. Fais un tour, prends l'autoroute marocaine de Marrakech jusqu'à Tanger, tu vas comprendre. Oui. À un moment donné, le Maroc d'aujourd'hui, c'est pas le Maroc dans lequel j'ai joué dans les rues il y a 20 ans. Mais non. Non, c'est plus la même chose. Même j'ai remarqué aussi les locaux, les locaux aussi ont compris qu'il y avait un intérêt aussi dans le digital. Par exemple, moi je vois beaucoup de jeunes de 20-25 ans qui se lancent dans tout ce qui est création de sites web, montage vidéo, comme dans des studios comme ça. Et en fait, moi c'est ce que j'ai interpellé quand j'en avais parlé avec Ahmed DJ Hamida, on en avait discuté, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, ils s'inspirent beaucoup de ce qui se fait aux États-Unis, en Chine beaucoup. Bien sûr. Aujourd'hui, on est dans un monde connecté. Où les frontières ne sont plus là. Il y a plus de frontières. Grâce à Internet, il y a plus de frontières. Donc aujourd'hui, il n'y a plus cette barrière de la connaissance ou du savoir. Aujourd'hui, on est assis là. Je peux passer un diplôme et être diplômé d'université américaine ou australienne. Bien sûr. Et c'est le cas. Donc aujourd'hui, on a cette possibilité-là. En fait, Covid a vraiment switché. A tout basculé. Hein. Incroyable. On a switché sur une digitalisation du monde qui fait qu'aujourd'hui, ça a pris au Maroc. Je te donne une info que j'ai eue hier. Imagine-toi que le Maroc est le pays qui consomme le plus d'intelligence artificielle au monde. C'est-à-dire qu'on est le peuple qui utilise le plus l'intelligence artificielle dans le monde. T'imagines ça? Le Maroc. Donc aujourd'hui, on est dans une ère où notre jeunesse, notre peuple, il se met à la page. Bien sûr. Il n'est plus dépassé. Et il ouvre la porte à l'Afrique aussi par rapport à tout ce qui est digital, parce qu'on voit que moi, j'ai participé au GITEX Africa l'an dernier, à Marrakech. Tu y as été? Oui. Là, il y en a un qui a au mois d'avril. Oui. J'ai encore été invité en mois d'avril à participer et c'est quand même un événement gigantesque. Moi, j'étais surpris. C'était digne des événements de Dubaï. C'était digne du GITEX de Dubaï. Exactement. Moi, je le dis, je le répète, et je suis fier de ce genre de choses parce que aujourd'hui, il y a toujours des gens qui vont dire oui, mais il y a des priorités au Maroc. Oui, il faudrait faire autre chose. Mais si on s'arrête à ça, on n'avance pas en vrai. Si on s'arrête à regarder ce qui ne va pas. Je préfère qu'il y ait quelque chose qui avance qu'il n'y ait rien qui avance. Voilà, on est d'accord. Parce que oui, il y a des choses qui avancent. Ça n'avance pas aussi vite qu'on le voudrait. D'accord. Mais au moins, il y a un effort qui est fait. Bien sûr. Il y a une évolution. Il y a une belle dynamique. Il y a une évolution. Et moi, je le dis, je le répète, un secteur peut en tirer un autre. Parce que le digital, aujourd'hui, il peut faire en sorte que l'éducation, elle avance. Ouais. Les services. Les services à la personne. La santé, il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. Aujourd'hui, on est le seul pays au monde où un docteur a fait une opération chirurgicale grâce à la technologie. Aujourd'hui, à un moment donné, on est des précurseurs sur beaucoup de domaines. Bien sûr. Donc, il faut être fier et se dire que voilà, il y a quelque chose à faire. Moi, je le dis et j'en rigole avec mon associé. Je lui dis, c'est le moment ou jamais. Lui, il appelle ça les 5 glorieuses. Ah, d'accord. Les 5 glorieuses marocaines, elles sont là aujourd'hui. C'est 2025-2030. On est d'accord. Ça, c'est flagrant. Moi, c'est flagrant, ça se voit. Parce qu'il faut être prêt pour un événement. Et après, surtout. C'est surtout après l'événement. Exactement. Parce que l'événement, il va faire en sorte qu'on se mette aux standards internationaux. Exact.
Mais une fois qu'on est aux standards internationaux, bah, la manière de faire les choses ne va plus être la même. Non. Bah, l'attractivité du pays ne sera plus la même. Surtout que voilà, on voit qu'il y a des efforts immenses qui sont faits pour que bah, on soit à temps, on soit prêt pour cet événement. Oui. Et Inch'Allah, il se passera hyper bien. Inch'Allah. Et à ce moment-là, bah, tout le monde se dira, bah, c'est là où je veux Il y a un vivre. step. C'est là où je veux vivre. C'est là où je veux faire quelque chose. Parce que de toutes les manières, moi, je le dis, je le répète, bah, l'avenir, c'est ni l'Europe, ni les États-Unis, ni l'Océanie, c'est l'Afrique. L'Afrique. C'est l'Afrique. C'est le pays où il y a le plus de jeunes dans le monde. C'est le continent où il y a le plus de jeunes dans le monde. Et c'est l'avenir. Ouais. C'est là où il y a tout. Et c'est là où il y a moi, je dis la créativité. Ben oui. La créativité, elle est là. Pourquoi? Parce que déjà, si un jeune, aujourd'hui, il bosse pas, il a 0 € à la fin. Il a rien. Il a 0 dirham. On est d'accord ou pas? Ouais. Si il se débrouille pas, il a rien. Exactement. Il n'y a pas de Pôle emploi, il n'y a pas de RSA. Il n'y a pas de ceinture, comme je dis. Il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas la ceinture de sécurité. Il n'y a pas la ceinture de sécurité. Eux, ils sont obligés, quand je dis eux, c'est pas péjoratif, c'est que je dis ça, c'est qu'ils sont obligés de s'adapter. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans des cybercafés. Ils achètent des ordinateurs. Moi, j'en connais un à Casablanca. Là, il me dit, ça fait 1 an et demi que je me suis lancé à faire des sites web et des landing pages pour des entrepreneurs qui sont à l'extérieur du Maroc, qui sont en France, aux États-Unis, tout. Ouais. Ils parlent en Angleterre aussi. Et il m'a dit, mais je fais plus que ça maintenant. Bah bien sûr. Il a ouvert son agence. Il a raison. Et en fait, c'est que ce gars-là, il faisait pas ça à la base. Il a dû se former. Et comment il s'est formé? Par le digital. Le digital, la curiosité, YouTube. Il est parti, il a payé des formations à distance pour avoir avec des Américains. Et en fait, pourquoi il a fait tout ça? Parce qu'en fait, le gars, il sait très bien que derrière, il n'y a pas de matelas, il n'y a pas de ceinture de sécurité, comme tu dis. Et en fait, il se dit quoi? Il faut que je me débrouille. Quand tu sais que tu peux dormir tranquille, tu vas te lever. Mais non. On est d'accord. Après, il y a des gens, même si tu sais que tu peux dormir tranquille, ils ne se contentent pas du minimum. Ouais. Ils ont cette hargne. Mais c'est vrai que quand tu dors là trop, à un moment donné, tu as tendance à devenir un peu paresseux. Bien sûr. Mais aujourd'hui, tu le vois au Maroc, les gens, ils travaillent. Ils ont trop. J'en connais. Le taxi qui m'a déposé tout à l'heure, il m'a dit, j'ai 2-3 boulots. J'ai 3 boulots. Il me dit 4000 dirhams, ça me suffit pas. Au moins, ça me suffit pas. J'ai 2 enfants. J'ai envie de leur faire plaisir. J'ai envie de leur payer des écoles privées. Et il me fait, mais je travaille peut-être jour et nuit, c'est pas grave. Mais au moins, je subviens aux besoins de ma famille. Tu vois, je le dis. La jeunesse marocaine. J'aurais aimé, même dans mes business et même dans ce que je fais, j'aurais aimé pouvoir donner beaucoup plus, justement pour motiver. Ouais. Mais des fois, on est restreint. Mais je le dis, la jeunesse marocaine, elle a juste besoin d'y croire. Exact. Juste, tu entrouvres la porte un tout petit peu. Tu lui dis... Juste un petit peu de lumière. Juste un peu de lumière. Tu lui dis, vas-y, là, tu vas y arriver. Une fois arrivé à la porte, c'est bon. Il va tout casser. Ouais. Il va tout casser dans le sens où il va réussir, quoi. Il va se donner à fond. Tu le vois aujourd'hui, on a une jeunesse qui part à l'étranger, justement pour changer de cadre. Qui parle plusieurs langues. Bah oui, ils sont polyglottes. En France, on a un problème avec la langue. On a un gros problème. Alhamdoulilah, on a cet avantage au Maroc. On a des gens qui parlent anglais, français, espagnol. Moi, je connais des gens, là, tu leur parles espagnol, t'as l'impression que c'est des natifs de Juarez ou là, c'est des natifs de Barcelone. C'est ça qui est bien, c'est que on voit que le peuple marocain, en fait, il s'adapte à tout le monde. Ah oui. Même moi, je suis né au Maroc, j'ai grandi, j'ai étudié en France et là, je suis revenu. Mais en vrai, on a une simplicité de s'adapter. On peut parler, par exemple, à une personne qui est milliardaire, ou qui est une personne qui a un statut social moyen, on s'adapte, on peut je sais pas comment t'expliquer. Moi, ça m'a beaucoup aidé commercialement, parce qu'en fait, je m'adapte à mon interlocuteur, et c'est la qualité première d'un commercial. Bah oui. C'est s'adapter à son interlocuteur et d'aller viser le besoin. Et en fait, le fait d'avoir vécu toutes ces trucs-là, d'être né au Maroc, d'être en France, d'avoir côtoyé différentes entreprises avec leur manière de travailler, leur manière de fonctionner. Des fois, on te remet un petit peu à ton étiquette de Marocain, Maghrébin qui est venu en France. Je parle pas de racisme, mais ça existe. Ça existe. Ségrégation, moi je dis. Voilà, ça existe. Et en fait, je me dis, je m'adapte en fait à chaque fois. Et là, je me dis, mais en fait, j'ai plein d'outils.
Et je peux m'adapter à n'importe quelle personne, tu vois. Je te raconte une anecdote. J'étais dans ma voiture avec ma femme et j'avais une cliente avec moi que je suis allé rencontrer à Marrakech d'ailleurs. On est venu de Casa jusqu'à Marrakech pour la rencontrer. Et on fait notre réunion tranquille, tout se passe bien, alhamdoulilah. Et là, je prends la voiture, elle me dit, est-ce que tu peux me déposer à l'aéroport? Voilà, je lui dis, viens, je te dépose tranquille. Donc, sur la route, on discute et elle me dit quoi? Elle me dit, mais tu sais, Mohamed, aujourd'hui, les gens, ils ont perdu la foi. Et nous, en tant que Marocains, et ça, c'est un côté qui est très important. Je le dis, je le répète. Aujourd'hui, alhamdoulilah, nous, il peut nous arriver toutes les pires choses que tu peux imaginer. On va être là, on va se dire. Bien sûr. Alhamdoulilah. Et ça, c'est un mot. C'est pas un mot qui est anodin. C'est une liaison et c'est une acceptation du destin qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens, ils perdent leur boulot, ils se suicident. Bien sûr, ouais. Nous, on est là, alhamdoulilah. On accepte plus l'échec. On accepte plus l'échec parce qu'on se dit. Parce que moi, personnellement. Les difficultés, les disputes, les trahisons. On accepte tout d'un point de vue sociétal et on le lie au religieux. On se dit, alhamdoulilah, c'était notre destin. Voilà, c'était pas fait pour nous. Exactement. Voilà. Moi, c'est exactement ce qui se passe. C'est que moi, je prends cet échec-là, je l'absorbe, je me dis, attends, mais il y a une raison pourquoi je devais pas faire ça. Oui. Ou il y a une raison pourquoi je ne travaille pas avec cette personne-là. Et en fait, cette raison-là, on peut pas l'expliquer. C'est que c'est des choses qui arrivent et qui. C'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Et tu te dis, mais en fait, il y a une connexion et que, tu vois. Une personne cartésienne, elle ne va pas accepter, alhamdoulilah. Elle va dire, non, il y a une raison, il faut que je la trouve, 1 plus 1. Qu'est-ce que j'ai fait? Remise en question, doute, nananine. Non. Risque, c'est Rabbi. C'est pas nous. Nous, on fait les causes. Nous, on fait les causes. Tu sors le matin, tu dis, tu travailles. Tu fermes la porte, tu es sérieux. Exactement. Tu fais ton travail correctement. Et au final, ça paye. Il n'y a pas de secret. Tu travailles, mais faut pas être gourmand, faut pas se dire je travaille 2 minutes, je vais être millionnaire. C'est ça. Non. Tu travailles, tu as rien, tu mords, tu es patient, tu te dis alhamdoulilah, tu continues à travailler, tu continues à être sérieux. Et tu vas l'avoir. Bien sûr. Et des fois, tu cours après quelque chose et tu ne l'auras jamais. Tu peux faire des mains et des pieds, tu ne l'auras pas. Et des fois, moi, je dis aussi une chose. Des fois, j'ai envie d'atteindre des paliers. Ouais. Et ça fait quelques années que je voulais atteindre des paliers. Tu les as jamais eu. Et j'y arrivais pas. Et il y avait toujours un blocage. Ça commençait bien et à un moment donné, ça bloquait. Ouais. Tu sais, à un moment donné, ce que j'ai commencé à me dire. Je pense que, il m'aime tellement. Préserve. Là, il m'aime tellement qu'il veut pas. J'atteigne ça parce qu'il se peut que je bifurque. Ouais. Il se peut que je prenne une autre route. Ouais. Donc là, tu changes personnellement. Je suis pas encore prêt pour atteindre. Prêt, voilà, exactement. Je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt émotionnellement, physiquement, intellectuellement à atteindre avec le palier parce qu'il se peut que Shaitan il m'envoie balader ailleurs au lieu de rester sur le droit chemin. Parce qu'il n'y a pas de secret pour réussir dans la vie. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut du travail, il faut être sérieux, il faut être honnête. Il faut être honnête. Faut être honnête surtout. Parce que si tu n'es pas honnête, tu commences à arnaquer le premier, deuxième, troisième, à un moment donné, personne ne va te faire confiance. Mais bien sûr. Et ça, c'est. Et en plus, tu gagnes pas de l'argent de la manière la plus saine possible. À un moment donné. Écoute, ça c'est lié. Parce que, sauf, faire du business, c'est bien. Mais moi, j'appelle ça du business éthique, religieusement. Fais du business éthique. Viens, entreprends. Ok, marhaba. Qu'il soit éthique dans ce que tu fais. Tu marches bien, alhamdoulilah, rabbi razaqak. N'oublie pas, c'est pas que ton argent. Qu'il razaq de quelqu'un d'autre. Tu as entre les mains. Faut pas hésiter à le. Faut pas jouer avec. Redistribue. Moi, je vais te donner une anecdote. J'accompagne une chaîne de restauration qui a commencé il y a 2 ans maintenant. Ouais. Elle a commencé dans une ville côtière pas loin de Marrakech. Aujourd'hui, elle s'implante à Casa. Le gars, pourquoi il réussit? Déjà parce qu'il s'est entouré de conseils avant de commencer. Il a fait attention à ce qu'il faisait. Et il a mis un point d'honneur à bien cadrer sa relation avec ses employés. Et il l'aimait bien. Donc, quand je te dis quelqu'un qui bosse dans la restauration aujourd'hui,
il a un salaire normal, mais des primes qui peuvent faire en sorte qu'à la fin du mois, il se retrouve avec un SMIC français. Oui. Il travaille au Maroc, 12 000 balles. Quand tu es un employé de la restauration rapide qui commence à toucher 12 000 dirhams, quel est son mindset, à ton avis? Comment il va travailler? Il va se donner à fond. Oui. Parce que la récompense. Il lui a ouvert la porte, il lui a dit, regarde, tu peux. Et il donne l'opportunité de devenir manager. Il crée de l'espoir, en fait. Il crée de l'espoir aux gens. Parce qu'en fait, il marge, il redistribue. D'accord. Il mange pas tout seul. C'est pas, tu arrives, tu entreprends. Ah, le SMIC au Maroc, c'est 3 000, ben, je leur donne 3 000. Non. De toute façon, ils n'acceptent plus. Hein. Non, mais même s'ils acceptent, par dépit, par manque de choix. En vrai de vrai, la plupart des Marocains, ils ont compris qu'ils pouvaient faire de l'argent en entreprenant oui, mais tout seul. Non, mais il y a des gens, des gens qui n'ont pas cette possibilité-là. Oui, je comprends. Et qui n'ont pas cette possibilité ou qui ne sont pas forcément aptes à aller chercher l'entrepreneuriat ou le freelance. Oui. Donc, ils sont cantonnés à un salaire. Ouais. Mais haram alik, si tu fais de l'argent, pourquoi tu veux grandir, tu veux prospérer. À un moment donné, il faut récompenser. Et là, je vais intervenir également. On en revient à nos activités, à la partie juridique. Aujourd'hui, tu as une entreprise, et moi je vais te donner l'exemple de l'entrepreneur qui faisait de l'immobilier. Il a créé une boîte, il n'a pas pris conseil, et tu sais ce qui lui est arrivé? Il a signé des CDI avec ses ouvriers. Ok. Signer un CDI avec tes ouvriers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même après la fin du chantier, tu es censé continuer à les payer. D'accord. Perte sèche. Tu en as 20 ou 30. C'est arrivé ça, je crois que j'ai entendu parler de cette histoire. Et tu as aussi des gens qui ont signé des contrats qui n'étaient pas bien ficelés et pas adaptés à la typologie d'activité. Et au final, ils se sont retrouvés au tribunal social, l'équivalent du prud'homme français. À devoir payer des indemnités à des... Sur 40 salariés, ça coûte. Hein. Quand tu as de gros chantiers ou là, quand tu as une grande entreprise avec beaucoup de ressources humaines, oui, ça chiffre rapidement parce que oui, les salaires sont pas énormes, mais sur le long terme, à un moment donné, ça commence à faire mal. Parce que si à chaque fois tu te prends 7 000, 6 000, 5 000 euros à dédommager à chaque employé, à un moment donné, ta trésor, où est-ce qu'elle va? Tu vas travailler pour indemniser les employés. Donc c'est là, ça c'est un volet qui est hyper important, ou ne serait-ce que tu emploies quelqu'un. Et au moment de te séparer de lui, parce qu'il a fait une faute, ou parce que tu n'es pas satisfait, ou tu ne respectes pas la procédure. Tu n'as pas allé chercher conseil, auprès d'un juriste. Tu vas faire ta procédure, tu vas la rater. Même, je connais des RH qui ne maîtrisent pas la procédure de licenciement au Maroc. D'accord. Et la procédure, si tu la rates, tu rates juste un point, le juge, il considère que tu n'as pas respecté. Ouais. Si tu as oublié une mention dans ta convocation, tu dois convoquer pour un entretien préalable au licenciement. Ouais. Si tu oublies une mention sur ta convocation, ou si tu ne respectes pas le délai, toute ta procédure, elle tombe à l'eau. Elle tombe à l'eau et c'est considéré comme licenciement abusif. Ah oui. Et tu payes les indemnités à ce moment-là. Alors que tu as tout respecté, mais tu as fait une erreur. Et là, ça peut aller vite. Donc, sur le volet social, c'est important d'être conseillé. Les contrats. Moi, je vais donner une anecdote d'un MRE qui est venu au Maroc. On a créé sa boîte, filiale d'une boîte française. Il s'est installé. Il a commencé à bosser il était sous-traitant d'une grande entreprise. Donc, il prend premier marché, deuxième marché, troisième marché. Sauf que, il a pris notre accompagnement pour la création. Okay. Mais ensuite, il a décidé de continuer tout seul. Okay. Libre à lui. Oui. Il a fermé. Je dis pas que je suis un magicien, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a pris marché sur marché et il n'a pas sécurisé ses contrats. Il n'a pas été payé. Au bout d'un moment, il n'a pas été payé, il avait trop de charges. Oui, mais il ferme. Ouais. Logique. Tu vois les conséquences. Ça, c'est des erreurs à éviter. C'est fâcheux parce qu'il a quand même investi beaucoup d'argent. Il a quand même investi 200 000 euros. C'est pas rien. C'est pas rien, 200 000 euros. Pour des personnes, c'est toute une vie. C'est toute une vie. C'est exactement. Donc tu t'imagines à un moment donné ce genre de petits points
qui font que bah, tu n'as pas été attentif ou là, tu as refusé tu as refusé l'aide ou là, le soutien d'experts. C'est des choses, elles sont essentielles. Aujourd'hui, tu commences ton entreprise sans expert comptable. Au bout d'un moment, bah, tu vas voir que ta TVA, elle n'est pas tenue à jour, bah, que tu as un excédent, bah, que tu dois payer, que tu as des indemnités. À un moment donné, son travail, il peut te paraître cher, expert comptable. Mais au final, il est justifié en vrai. Ce qui t'évite comme en fait, problème. Nous, quand on est entrepreneur, c'est le temps qu'on veut gagner. Et c'est aussi les problèmes. Mais oui, les problèmes en font partie. Si tu as des problèmes, ça va te prendre du temps, ça va te prendre de l'argent, ça va te prendre de l'énergie. C'est ce qu'on veut éviter en vrai. Moi, je le dis, je me positionne en tant que partenaire avec mon associé et on fait en sorte que voilà, tout le volet juridique, fiscal, comptable, administratif, tu ne t'en occupes pas. C'est à nous de le faire. C'est à nous de te conseiller. C'est à nous d'être là pour te dire fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Ou délègue ci, délègue ça. Pour que toi, tu te concentres sur ton métier. Aujourd'hui, tu entreprends. Tu as besoin d'avoir la vision claire et de ne pas te perdre avec un formulaire, une déclaration, un contrat. Ça, normalement, tu es censé le déléguer. Parce que si tu veux le faire, tu vas tout vouloir gérer et à un moment donné, tu vas y laisser tes plumes. Ouais. Donc, il y a des choses qui sont quand même hyper importantes. Et moi, je dis que quand tu viens avec les économies d'une vie ou avec un projet novateur, il faut un minimum de protection. Je te dis un autre exemple. Tu viens, tu crées un concept, mais tu ne le protèges pas. La protection de la marque, la propriété intellectuelle. Aujourd'hui, si tu ne protèges pas ta marque, ben, le premier venu, il peut copier ton procédé, tu peux rien lui dire. Oui, bien sûr. Donc, c'est hyper important de protéger tes marques, tes brevets, tes inventions. Et ça, c'est un volet dans lequel on intervient. On fait en sorte, voilà, de protéger tes intérêts. Parce que tu imagines, toi, tu ramènes un concept qui n'existe nulle part. Ouais. Tu le ramènes, on te copie. Toi, tu as payé hyper cher. Tu as acheté le brevet de Chine, ou là, tu l'as acheté d'Australie, ou là, de Suisse. Tu l'as payé 1 million d'euros, tu le ramènes au Maroc, on te copie comme ça. Et tu peux rien faire. Ben non, je suis désolé. Protège ma marque. Protège mon brevet. Je fais en sorte. Le premier qui y touche, tribunal direct, je lui fais fermer son entreprise. C'est bien ça. Parce que je suis novateur. Il y a un cadre juridique pour ça. Voilà. Ok. Tu peux pas faire n'importe quoi. Donc, il y a tout un armada juridique et il y a beaucoup de situations où on se dit, ouais, non, mais oui, il va me coûter cher. Pourquoi les anglo-saxons, ils nous contactent à chaque fois? Moi, je suis surpris t'as plus d'anglo-saxons que de français qui te contactent? Oui, mais aujourd'hui, ma clientèle, allez, je peux te dire 80% anglo-saxonne. Ok. Et ils me contactent et ils prennent conseil, ne serait-ce que pour acheter un bien immobilier. Moi, j'ai accompagné bon nombre de Marocains résidant à Londres ou en Angleterre de manière générale qui m'ont dit, moi, on n'achètera pas tant que tu nous auras pas dit c'est bon. Ok. Et ça, c'est juste pour acheter un appartement. C'est juste pour faire des vérifications de base. Ils me disent, peu importe. C'est pas dans leur culture, ça? C'est pas dans leur culture. C'est dans leur culture. Ah, voilà. Le conseil, c'est dans leur culture. Et ils ne le dénigrent pas. Ben, c'est dans la culture des Français aussi. Le Français, il ne fait pas un pas sans avoir l'aval du conseil. Et c'est ce que là où je reviens tout à l'heure, c'est que quand je disais que on a l'impression que les personnes qui viennent au Maroc, ils peuvent faire ce qu'elles veulent. Et ils en oublient qu'il y a ce type de conseil-là. Ben oui. À un moment donné. Parce que les anglo-saxons, ils se disent pas, je viens au Maroc pour faire ce que je veux. Non. Ils reprennent un petit peu les process qu'ils connaissent déjà en Angleterre et ils se disent, peut-être que ça existe au Maroc. Non, ils ne font pas d'analogie. Voilà. Ils font pas l'analogie. Donc, quand ils arrivent, ils se considèrent comme étrangers. Ok. Ils sont pas en terrain conquis. Ils ont pas cette idée de, ouais, c'est le bled. Non. Eux, c'est un nouveau pays avec de nouvelles règles, il faut les respecter. Exactement. Donc, je prends le conseil et je fais en sorte d'optimiser d'appliquer les règles et de me protéger au maximum. C'est tout. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Les Chinois, c'est pareil. Le Chinois, il arrive. Moi, j'ai beaucoup d'entreprises chinoises que j'accompagne. Aujourd'hui, elles arrivent, reconnaissance de terrain, elles envoient 2 personnes. Il reste là pendant 3 mois, il apprend l'arabe, il comprend comment ça se passe.
il prend contact avec les conseillers, il tâte le terrain, et après, le big boss, il arrive. Ah, j'ai eu une réunion, moi je te le dis, j'ai eu une réunion avec un gars, il est arrivé, Sofitel de Casablanca, le mec il était tout en Louis Vuitton, de la tête aux pieds, et il parlait à peine. Mais lui, il est arrivé 5 mois plus tard, c'est lui le big boss. En fait, on lui faisait des rapports. Oui, il paye les gens pour faire ce que lui, il n'a pas le temps de faire. Il a envoyé 2 personnes faire une reconnaissance de terrain pendant 5 mois avant de se décider. Et au final, il s'est pas lancé. D'accord. Parce que les retours n'étaient pas satisfaisants pour lui. Ok. Pour te dire, ça c'est un Chinois. Il a dépensé je ne sais pas combien d'argent pour que les 2 personnes vivent au Maroc, à ses frais et tout. Il a payé mes consultations, il a payé mes conseils, je lui ai fait des rapports. Et au final, il a décidé de ne pas y aller. Pourquoi? Parce qu'il estime que l'argent qu'il a, risque et pas un peu. L'argent qu'il a investi pour comprendre comment était le marché, il ne vaut rien par rapport à l'investissement qu'il allait faire. Bien sûr. Parce que oui, aujourd'hui, tu paies un conseil, tu envoies quelqu'un, ça a un coût. Bien sûr. Mais le coût de perdre tes économies ou une enveloppe de 200, 300, 400 000 euros, ben, ça n'a rien à voir. C'est 2 choses totalement différentes et c'est comme ça qu'il faudrait le voir. Il faudrait se dire, ben, je prends un conseil, au moins je sais où est-ce que je mets les pieds. J'ai des Français aujourd'hui que j'accompagne, ben, ils ont pris, je te le dis, je fais ce qu'on appelle un mémorandum. Le mémorandum, c'est une analyse juridique du cadre juridique de l'activité que tu veux faire. Donc, je te résume en gros les principales lois, les principales exigences, les décrets d'application de la loi, les arrêtés ministériels. Donc, tu as à peu près tout ce qu'il faut savoir pour lancer l'activité. C'est comme une présentation juridique. Et en fonction de ça, tu es prêt mentalement, tu sais ce qui t'attend. Et là, j'en ai envoyé un à une entreprise française et ils ont pris le temps de l'analyser point par point. Ils m'ont fait un retour, on en a discuté. Et à partir de ce moment, ils décident s'ils investissent ou pas. Et je pense que c'est la meilleure solution parce que tu viens dans un pays, tu ne connais pas. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et tu veux te lancer. Oui, c'est bien d'avoir la foi en il y a Dieu. les codes, il y a des codes à respecter. Il y a un minimum. Il y a un minimum. Tu viens au Maroc, il y a des choses qui te plaisent pas, mais t'acceptes, tu t'adaptes. Oui, t'es au Maroc, t'es en Afrique. Il y a des choses qui sont très bien. Mais il faut pas faire l'analogie. Moi, je dis, quand tu arrives, faut oublier les codes. Ouverture d'esprit. Faut oublier les codes. Faut se dire, comment ils font? Je dois faire comme. Voilà. Mais si je vais apporter moi, X, je vais imposer ma manière de faire. Non. Sauf, on dit toujours, le Maroc, il est connu pour ça, pour la difficulté d'obtenir des agréments ou des activités réglementées. Tu sais pourquoi c'est difficile? Parce que les gens, ils arrivent, ils veulent pas respecter les cahiers de charges, mais ils veulent l'agrément quand même. Non. Ça va pas. Tu peux pas. Donc, à un moment donné, c'est difficile pour les personnes qui ne veulent pas respecter les cahiers de charges. Par contre, quand tu le respectes, tu es protégé. Et au pire, si tu vois que ça bloque, comme tu veux. Si tu vois que ça bloque et qu'on te donne pas, tu as un tribunal administratif, c'est rapide. Ça va très vite. Un tribunal administratif, si tu es en règle et que tout est bon, tu saisis le tribunal, il va te donner ton agrément. Obligé, parce que tu respectes le cahier de charge. Mais si toi, tu as fait une magouille à droite, à gauche, tu n'as pas respecté ton plan, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, et que tu veux quand même le truc, à un moment donné, c'est sûr qu'ils vont te bloquer. Parce que eux, ils sont visionnaires. Ils se disent, lui, il commence déjà. Il vient nous voir, avant même de commencer son projet, il a déjà commencé à magouiller. Qu'est-ce qu'il va faire après? Il va magouiller toute sa vie. Ah oui. Mais c'est une vérité. Le cahier de charge, il n'est pas là pour rien. Il est là pour réglementer, pour que, justement, quand tu vas intégrer le marché, ça fait partie du process. Tu vas intégrer une activité, un marché. Il n'y a pas n'importe qui va arriver, qui va faire la même chose que toi. C'est réglementé. Au contraire, c'est une protection pour toi. Tu dois l'avoir comme une protection, pas comme une barrière. Tu vas dire, OK, il y a des règles, il y a des limites. Je vais rentrer, alhamdoulilah, je vais manger ma part. Et puis, je vais donner aussi parce aussi le but, c'est que quand tu entreprends ici, c'est de participer aussi à l'économie marocaine. Bien sûr. Elle est là, l'idée. Sauf, je peux comprendre, il y a des gens qui disent, ouais, mais il faut pas payer trop d'impôts. Tu vas en payer. Paye le minimum. Moi, je vais t'aider à payer le minimum. Mais crée de l'emploi, l'Ardelk. Crée de l'emploi. Ne serait-ce que, parce que quand tu crées de l'emploi, il faut toujours se le dire. Quand tu crées de l'emploi,
Alors, quand tu donnes une opportunité à quelqu'un, que tu lui donnes un salaire, ben, c'est une famille derrière. Eh oui. Et ça, le gouvernement le prend en compte aussi. Bah quand oui, quand il voit que tu es là, tu es pas ici uniquement pour t'enrichir et t'en aller, tu es là aussi pour créer de l'emploi, tu vois. Alors, il y a toujours un win-win. L'État, quand il t'ouvre les portes, c'est que derrière, c'est une technique, c'est pour faire marcher l'économie. Créer de l'emploi. Parce que elle va créer de l'emploi. Mais c'est pas suffisant. Il faut aussi le privé. Parce que le public, c'est pas suffisant. C'est vrai qu'il y a de l'investissement public qui est nécessaire. Et il est réalisé. Mais il y a aussi le privé qui doit y mettre du sien. Donc, à un moment donné, c'est pour équilibrer, pour créer de l'emploi, pour créer de la valeur. Parce que l'employé, il peut consommer ton produit. Logiquement. Alors, tu vends un service, un produit, je ne sais quoi. Aujourd'hui, ton employé, si tu le mets bien, ben, il peut consommer ton produit. Pourquoi il ne le consommerait pas? C'est le premier. Moi, je vais te le dire. J'étais étudiant et je faisais des part-time jobs. J'étais livreur, patati en France. J'étais le premier à consommer ce que je livrais. Oui. Parce que j'avais un pouvoir d'achat. Exactement. Tu crées de la richesse. Tu donnes un salaire, ben, le gars, il va consommer. Il va aller louer un appartement. Il va acheter des habits. Il va nourrir sa famille. Il va s'acheter un logement avec l'aide au logement que le roi a mis en place. Ben oui, donc il y a beaucoup de choses. Quand tu crées un emploi et que tu donnes un salaire à quelqu'un, là, ça fait bouger l'économie. Ne dénigre pas ton impact sur l'économie marocaine. Parce que un salaire équivaut à une famille aujourd'hui. Et ça a un grand impact. Parce que passer de 0 à 5 000 ou là de 0 à 10 000, il y a une différence. Parce que quelqu'un qui était étudiant, il sort de l'école, il est bon, il a fait des stages, il est bon, tu lui donnes un bon salaire, tu le mets à 10 000, tu le mets à 12 000, tu le mets à 13 000, salaire de départ, ben je peux te dire que toute sa famille, leur mode de vie va changer. Bien sûr. Ça va avoir un impact, mais incroyable. Et je pense que c'est une responsabilité collective. Si tu as, alhamdoulilah, l'opportunité de mettre bien tes employés, il faut pas hésiter parce que ça a un impact direct sur ton business. Bien sûr. Ben, donne un bon salaire à quelqu'un, tu vas voir, il va venir toujours là, il sera toujours souriant. Toujours souriant à l'heure. Et toujours reconnaissant. Voilà, donne un salaire minable à quelqu'un, mais oui, bien sûr. Bien entendu, sa vie, ça va pas être rose tous les jours. Ouais, c'est sûr. Mais tu vas le sentir. Et si aujourd'hui, tu avais un conseil à donner aux personnes qui veulent entreprendre et investir au Maroc, quel est le conseil que tu leur donnerais? Avant d'entreprendre, c'est de s'entourer de conseils. S'entourer de conseils. C'est pas pour vendre. Mais c'est en général, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, s'entourer de personnes qui ont une certaine expérience et qui ont certaine connaissance du marché. Parce qu'aujourd'hui, entreprendre sans prendre en compte les spécificités du marché, c'est très difficile. Parce qu'au premier problème, on va être perdu. Et je dis toujours, on est dans l'optique de guérir, de soigner les douleurs, soigner les douleurs, mais aussi d'anticiper. La prévention, faire de la prévention. Oui, on est plus dans du préventif que dans du palliatif, du soin après le problème. Bien sûr. Donc à un moment donné, je me dis, vaut mieux anticiper et mettre de bonnes bases plutôt que de te lancer. Et à ce moment-là, commencer à régler les soucis. Parce que régler les soucis, ça prend du temps, de l'argent et de l'énergie. Et à un moment donné, tu n'as plus la force pour faire ton travail. Exact. Donc, je préfère de loin anticiper et faire en sorte que, voilà, mon truc, il marche droit. Et que les choses soient faites dans les règles de l'art. Comme ça, au moins, je suis protégé. Au moins, je n'ai pas de surprise. Et c'est quand même hyper important parce que... Surtout qu'on ne connaît pas le pays. Surtout qu'on ne le connaît pas. Surtout parce que même si on est marocain, on venait en vacances, on a connu le Maroc qu'en vacances. Une fois que tu y vis, que tu vas entreprendre, ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit. Ah oui, dans tous les sens du terme, bien sûr. Maintenant, on parle de la partie juridique, mais de fait de connaître un minimum, pas obligé de tout connaître, mais au moins un minimum, et après déléguer à quelqu'un qui fait ça tous les jours. Ouais. Vaut mieux, moi, c'est pour ça que j'ai fait appel à tes services. Hein. Bah oui, donc, parce que du coup, tu as compris. J'ai compris qu'il y avait un intérêt. Moi, j'ai pas mal de personnes aujourd'hui qui veulent entreprendre, investir au Maroc, mais moi, je connais un minimum, d'accord? Je me suis renseigné, tout ça. Mais il y a cette partie-là où la personne a fait des études, la personne a fait ça tous les jours. Il y a une expertise.
Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les personnes, quand elles viennent me voir, automatiquement, je les oriente vers des personnes comme toi. Oui. Et pourquoi? Parce qu'il y a la prise en charge aussi qu'il faut prendre en compte. Il y a le suivi. Il y a aussi la personne, la plupart du temps, elle est en France. Oui. Avant de se lancer, des fois, elle a besoin d'un conseil téléphonique. Bien sûr. Avant de venir. Une fois que le conseil téléphonique est passé, elle va à l'entretien en présentiel. Oui. Et elle a déjà tout prévu, hein, sait ce qu'elle veut faire. Elle sait vers quelle ville se lancer. Elle a juste besoin de cadrer un petit peu le truc avant d'ouvrir, tout simplement, et d'inaugurer leur... C'est ça. Donc, à un moment donné, quand tu veux lancer, c'est un travail qui se fait en amont. C'est des discussions. C'est justement, comme tu as dit, un premier code pour déterminer le besoin, déterminer les bases du projet. C'est comprendre qu'est-ce qui va être mis en place, quel genre d'investissement il va y avoir pour justement anticiper. Je te donne un exemple tout bête. Il y a un Maroc qui est arrivé au Maroc, à Casablanca, qui a voulu lancer une activité X. Donc, il a investi de sa poche en fonds propres pour du matériel. Il a acheté le matériel. Il l'a acheté, c'est bon. De sa poche, pas de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, il a voulu introduire le matériel dans l'entreprise. Il peut, mais il va payer. Oui. Pourquoi le premier jour, tu n'as pas demandé à la personne qui t'a pris en charge, tu lui as pas tout dit, tu as dit, voilà, moi, je veux faire ce projet, je vais investir dans ça, je vais acheter ça. Moi, tu me dis automatiquement, tu vas investir, tu vas acheter, je vais te dire, attends, donne-moi cet argent, on le met ici, et tu achètes de là. Ou sinon, cet argent-là, on va le comptabiliser comme ça, pour faire en sorte que tu n'aies pas à payer deux fois. Parce que juste, quand tu veux augmenter ton capital par un apport en industrie ou en matériel, alors, ça coûte très cher. Et c'est des erreurs que tu peux éviter si tu es bien accompagné, si tu as le bon conseil. Bien sûr. Si tu as le bon conseil. En l'occurrence, cette personne-là, elle a été accompagnée par des conseillers, mais qui n'ont pas fait leur travail correctement. Donc, c'est là où il faut se poser la question. Est-ce que la personne, elle m'accompagne? Est-ce qu'elle veut travailler avec moi sur le long terme ou c'est juste des missions temporaires où one shot, il va y avoir X honoraires? Donc, je suis contre avec le concept. Je suis vraiment là pour être ton partenaire. Et plus tu vas grandir, et plus moi, je serai content. Je te donne un exemple tout bête. Tu arrives, tu as une expertise dans un domaine X. Moi, j'ai dans mes clients ou dans les clients de mon associé une industrie, peu importe. Ils ont besoin de tes talents. OK, je te mets en contact. Automatiquement, il y a une prestation qui va sortir. Rédaction d'un contrat. Tu fais des affaires, je fais des affaires. Je me positionne en tant que partenaire, en tant qu'apporteur d'affaires. J'ai un réseau, mon associé il a un réseau. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, toi, tu arrives, tu me dis, moi, j'ai besoin de ci. Là, tu me dis, moi, j'ai besoin de, je sais pas, n'importe, j'ai un besoin d'un appartement. J'ai des promoteurs dans ma base de clientèle. Bien sûr, je l'appelle, je lui dis, ouais, j'ai un projet en cours là, tout de suite, ou là, tu vas lancer quelque chose. Ouais, j'ai un truc en VEVA. OK, Oussama, va le voir. Faites affaire. Moi, je gagne. Ben oui. Moi, je gagne. Ben oui. Moi, je suis là pour... C'est de créer, en fait... créer de la valeur. Créer de la valeur, créer un réseau aussi. Parce qu'un réseau au Maroc, c'est une communauté. Tu fais une communauté. Moi, je parle de communauté, pas de réseau. Non, mais oui, mais moi, c'est pour ça que je crée des événements de networking, tout ça, justement pour interconnecter les gens et aussi qui est de la valeur qui est sortie parce que automatiquement, on a besoin des autres pour évoluer. Il faut pas... On peut pas gérer tout seul et il faut s'entourer des personnes meilleures que nous dans leur domaine, bien sûr. Oui, il faut aussi admettre des fois qu'on n'est pas bon sur certains domaines. Bah oui. Moi, je le dis. Je te donne l'exemple tout bête. Moi, en informatique, je suis une brêle. Ouais. Je suis une brêle. Ouais. Et pourtant, j'ai pris des cours et tout ça, mais ça rentre pas. Oui. Ça rentre pas. Donc moi, quand j'ai un truc à faire dans ce volet-là, t'as embauché un informaticien. Je me prends pas la tête. Ouais. J'ai un prestataire. Je l'appelle. Tac, tu me fais ci, ça. Parfait. C'est ce qu'il faut. Moi, mes sites web et tout ça, je délègue. Le marketing, j'ai ma vision. J'ai mon idée. Je vois comment est-ce que je veux véhiculer l'image de ma boîte. Mais ce n'est pas moi qui le fais. J'ai des prestataires qui le font.
j'ai besoin de SEO, quoi. Il y a des spécialistes pour ça. Moi, mon domaine, je le fais, je me concentre sur mon domaine. Parce que déjà, mon domaine, c'est de résoudre les problèmes des autres. Si j'essaie de résoudre les miens, d'abord, je vais pas avoir le temps de résoudre les autres. Donc, à un moment donné, chacun son métier. Et on est là, on collabore tous ensemble et on bosse tous ensemble et on grandit tous ensemble. Et plus ton réseau, il va être développé, plus tu vas réaliser de la plus-value. À un moment donné, aujourd'hui, Oussama, toi, si tu proposes des accompagnements et que derrière, tu as des partenaires qui peuvent faire en sorte que tu fournisses un produit clé en main, c'est tant mieux pour toi. Mais c'est ça parce que c'est une chaîne. C'est une chaîne derrière. Parce que le gars, il arrive, tu lui dis, OK, pose ton argent ici. Je m'occupe de tout. On fait tout. Donc, tac, 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 tac. Tiens, clé en main. Donc, à un moment donné, c'est bien. Mais il faut bien s'entourer. Il y a des process. Il faut bien s'entourer. Il y a des choses très, très, très qu'on minimise beaucoup, mais qui ont un grand impact. Qui ont un grand impact parce que investir, c'est un grand mot. Bien sûr. Mais les retombées après. Parce que l'investissement, il faut une rentabilité derrière. Ah oui. Il faut chercher la renta. Faut pas juste chercher l'investissement en tant que tel. Pour dire que j'ai investi. Il y en a beaucoup. Juste, Anna, je te donne l'exemple, je pense que tu le vois très souvent, c'est l'exemple de est-ce que j'investis en personne physique ou là en société? Ça, c'est une question. Je veux acheter un appartement pour faire du Airbnb. On a eu le cas récemment. Oui. Je veux faire du Airbnb, d'accord. En personne physique, oui, tu as un abattement. Oui. Mais tu vas quand même payer plein pot. Bien sûr. Et tu es obligé, et tu es sur des tranches de paiement qui sont élevées. Sur le court terme, tu penses faire une affaire. Parce que ça t'évite les frais de création, ça t'évite les frais de tenue. Oui. Mais sur le long terme, quand tu vas commencer à en avoir 2, 3, 4, 5, parce que l'objectif d'investir, c'est pas d'en avoir un, c'est d'en avoir plusieurs. Et à un moment donné, quand tu vas commencer à entrer 4, 5, je le souhaite. Quand tu vas commencer à titiller les 10 000, 15 000 euros de revenus mensuels, est-ce qu'en personne physique, c'est intéressant? C'est ça. Moi, je le dis. Parce qu'il y a beaucoup de gens, conseillers en investissement, qui disent, mais il faut rester en personne physique, c'est moins de paperasse. Mais moins de paperasse, des experts pour ça. Tu les payes, ils font ta paperasse. Mais au moins, ils te font économiser de l'argent. Parce que pour un investissement, quand tu en veux qu'un, OK. Mais quand tu as 2, 3... Quand tu es dans une vision long-termiste, tu peux pas. Non. Tu peux pas te permettre. Je te donne un autre exemple d'impact. L'impact de ce qu'on fait. Il y a des gens, ils me disent, je veux me verser un salaire. Non, regarde, ne te verse pas de salaire. Il y a que tu te verses un salaire. Un salaire, c'est 37%. Derrière, il t'allume. Verse-toi une rétribution. Beaucoup moins. A-t-il l'impact que ça? Moi, j'avais un hôtelier, client hôtelier, il versait un salaire à ses 2 enfants. On peut dire 80 000 chacun. Payer un salaire. Payer un salaire, il payait l'IS dessus. Chaque mois, pendant 3 ans. Quand je suis arrivé avec l'idée, j'ai un conseil. Tu te dis, pourquoi je vais payer ce gars? Je te donne un conseil. Sur l'année, tu fais une économie. En plus, ça peut changer par personne, en fait. Le cas par cas, c'est du cas par cas. Ça peut. Un conseil, je te fais économiser 8 000 euros à l'année. Est-ce que ça en vaut le coup? Sur un conseil. Oui, bien sûr. Sur une optimisation parmi tant d'autres, parce que des techniques pour optimiser ton assiette fiscale, il y en a des dizaines. Et de l'accompagnement pour te dire, voilà, alhamdoulilah, ça va ici, je te conseille d'aller vers là. Ne reste pas ici, peut-être que ça va s'épuiser à un moment donné. Bien sûr. Mets tes billes ailleurs, sécurise, fais de l'investissement là, mets ça, fais ci, développe. On n'est pas là juste pour... tu as des informations que nous, on n'a pas. On n'est pas là juste pour t'envoyer une facture. On est là pour faire en sorte que tu gagnes de l'argent. Parce que si tu gagnes de l'argent, automatiquement, on va revenir vers toi. S'il gagne de l'argent, il va revenir vers toi. C'est devenu un ami. Il est expert comptable au Canada. Il s'était installé au Maroc. Et il me disait, il faut que je fasse de l'argent. Je fais, moi aussi, je veux que tu fasses de l'argent, mon cher ami. Il rigolait. Il me disait, t'as tout compris. Fais de l'argent. Moi aussi, je vais en faire. Bien sûr, on est d'accord. C'est ça, c'est automatique.
Donc, faut pas se dire non, ouais, je vais prendre un conseil, que ce soit un expert comptable, un juriste, peu importe l'expert. Bien sûr. Faut pas se dire non, c'est un coût. Regarde l'impact qu'il a sur ton entreprise. À ce moment-là, tu vas comprendre. Et le temps qu'il te fait gagner, surtout le temps et l'énergie qu'il te fait gagner, tu vas tout de suite te dire, ouais, non, mais vas-y, je délègue et au moins, moi, je fais mon travail. Je délègue et toi, tu fais ton travail. Bien sûr. On travaille ensemble et on avance. Tu vois, c'est vraiment être complémentaire et savoir apporter une plus-value. Après, je le dis, faut savoir avec qui on travaille. C'est ça que j'allais te demander. Faut savoir avec qui on travaille. Parce que j'entends des histoires. Bien sûr. J'entends des histoires. J'entends des gens qui me disent, ouais, mais j'ai pris l'accompagnement Maflan ou Kali Mouchkil, il me répond plus. Ou là, tu vois, Kainin des conseils, mais malheureusement, ils arrivent à un stade où ils ne peuvent plus, justement, encaisser. Ils ne peuvent plus rajouter de nouveaux clients. Et pourtant, ils le font. Donc, ils sont déjà surbookés. Et au lieu il a deux solutions. Soit il dit non, soit il recrute. Au moins, ils font pas. Et donc, tu as des clients qui s'entassent et il est jamais là pour répondre au téléphone. Il abandonne son client. Et ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bon. Les gens, surtout qu'un entrepreneur, il a pas le temps. Ouais, voilà. Ouais, les gens, ils ont besoin. Je t'appelle. Tu me réponds, soit tu me rappelles. Au moins. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, ma tante, elle m'appelle, elle me fait, ouais, mon comptable, il m'a planté. Je lui fais, ben, attends, écoute. Ouais, je te présente j'appelle Flan, il te fait ta déclaration rapidos, et puis on n'en parle plus. Pourquoi? Elle n'a pas le temps. Tu vois? Mais elle aussi, elle bosse aussi. Elle a un cabinet d'avocat, elle n'a pas que ça à faire. À un moment donné, ça bouge. On a des dossiers en commun, on traite. Elle me dit, moi, j'ai pas le temps de lui courir après. Mais c'est normal. Ton conseil, tu l'appelles, il doit te répondre. Surtout, moi, je dis, la partie compta fiscal, tu as des deadlines. Tu peux pas te permettre de ne pas répondre à ton client. Bien sûr. Tranquille, non. Nous, avec Brahim, on a mis en place un système où on connaît nos limites. Dès qu'on arrive à un palier où on sait que voilà, on va plus suivre, on embauche. Tu embauches. C'est pas sorcier. C'est pas sorcier. À un moment donné, il faut déléguer. À un moment donné, tu peux pas. Toi, tu as une capacité de gérer. Allez, je vais te dire n'importe quoi. On peut gérer à 2, on peut gérer 50 clients. Si j'atteins les 50 clients avec ma team et que, alhamdoulilah, j'en ai 50 autres qui arrivent, ben, je prends une autre team. On est d'accord. J'agrandis. Et c'est l'objectif. Bien sûr. On va pas se cantonner et se dire non. Faire la pince, c'est se dire, ouais, c'est bon, on en a 100, on va gérer tout ça. J'économise. Alors que t'économises pas. Tu te fatigues, tu perds la qualité de ton service, il en déclin. Et les gens, ils vont s'enfuir. Mais oui, c'est sûr. Les gens, ils te payent pour que tu sois réactif et proactif. Tu anticipes et tu réagis. C'est pas sorcier. Est-ce que tu as un dernier mot pour clôturer par rapport au Maroc, par rapport à la partie juridique? On peut parler de conseils, on peut dire un peu ce qu'il y a des opportunités qu'il y a aujourd'hui au Maroc. Est-ce que tu résumerais un petit peu ce qu'on a dit aujourd'hui? Pour résumer, en fait, je voudrais mettre un point d'honneur sur la situation et sur l'actuelle dynamique qu'il y a au Maroc. Donc, surtout dans tous les secteurs. Il n'y a pas un secteur en particulier qui évolue sans les autres. Bon, oui, on voit le tourisme, on voit l'immobilier, et l'agriculture. Il y a énormément d'autres secteurs dont on ne parle pas. Et je vais te donner un exemple tout bête. On a une banque de projets. Le ministère de l'Industrie a une banque de projets. Tu viens, tu pioches, tu mets en place le projet, tu as une subvention. C'est magique. Il y a des secteurs que le ministère de l'Industrie te recommande. Ils disent, ouais, on a un besoin ici, si tu veux bien entreprendre là-dedans, on va t'aider. Et on a des aides, mais tu peux même pas imaginer. Il faut juste y aller. Il faut juste tenter sa chance. Donc, il y en a beaucoup comme ça. Et moi, je dis, entreprendre, c'est comme partout ailleurs. Il n'y a pas de secret. Il faut venir. Il faut se renseigner. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Il faut travailler. Et ça paye. Faut pas se dire, ouais, non, mais le Maroc, c'est pas sécurisé. Non. Viens.
bosse, tu vas Tu vas récolter. être récompensé. C'est aussi simple que ça. Ok. Vraiment. Il y a des hauts et des bas, oui, comme partout, Comme partout. mais Ça en vaut la peine. ça en vaut la peine. Tu vois. Et c'est pas pour rien qu'il y a des investisseurs étrangers qui viennent de toutes parts. Bien sûr. On est d'accord. S'ils viennent, c'est qu'ils ont senti qu'il y avait Ils ont des informations qu'on n'a pas. Hein. Bah, c'est pas qu'ils ont des informations Mais si, qu'ils ont pas. Moi, je parle des grands groupes. Un groupe Accor Oui. qui a investi à Dakhla. Oui, mais ils ont investi à exemple. Dakhla parce que tout le monde... Bah, écoute, on a bossé sur des projets à Dakhla. Bah, Dakhla, c'est stratégique, c'est Ok. politique. C'est politique. Ok. Le fait de faire de Dakhla un hub industriel, touristique, ça a été c'est un choix politique. Ok. Mais aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de choses à faire à Dakhla. Mais moi, je te dis, aujourd'hui, toi, Oussama, si tu vas à Dakhla, fais attention. Oui, bien Fais sûr. très attention. Oui. Parce que des problèmes, il y en a. Donc, tout n'est voilà. pas encore ficelé, bien sûr. Ah oui. Il y a beaucoup de choses. Donc, chauffe, il y a encore tout à faire dans ce pays. Et si tu as de la force à dire d'entreprendre et le courage, parce qu'il faut du courage et de la force, fonce. Okay. Moi, je le dis, fonce et entoure-toi des bonnes personnes. Il faut s'entourer des personnes qui, justement, ont le même mindset que toi. Ouais. Qui sont dans l'entrepreneuriat, dans le développement, parce que c'est avec ces personnes-là que tu vas pouvoir tenir la cadence. Bien sûr, on est d'accord. Si tu es avec des gens pessimistes ou là qui vont s'enfuir au premier problème, ouais, ça matche pas. C'est décourageant. Ouais, bien sûr. Donc, faut être avec les personnes qui ont envie d'y aller. Et chauffe, s'il y a des gens qui investissent, c'est pas pour rien. On va pas se mentir. Kaini, les défaitistes qui te disent, ouais, non, c'est trop dangereux, je préfère rester. Hadouk, oui, ils ont toujours peur d'investir. Ils sont dans la zone de confort. Ouais. Il y a des gens qui sont faits pour prendre le risque, qui adorent le risque, et il y a des gens qui n'aiment pas le risque. Ouais, bien sûr. Si tu aimes, tu peux y aller, tu vas récolter. Il se peut que tu échoues. Ouais. Il se peut que tu échoues parce que ton business, il n'est pas adapté, parce que. C'est une possibilité. On n'est pas là en train de vendre du rêve. Ouais, si tu viens au Maroc, tu entreprends, tu vas réussir. Là, on n'est pas en train de dire ça. On est surtout en train de dire qu'il y a une opportunité. Il y a des opportunités. Il faut la saisir. Après, il se peut que voilà. Qu'il y ait des circonstances qui font que tu ne réussisses pas. Okay. Mais tu peux réessayer. Ok, super. Tu vois? Merci beaucoup en tout cas pour merci à toi, franchement c'était très intéressant de partager avec toi et j'espère que ce sera pas le dernier podcast qu'on va faire parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à dire. Ouais, bien sûr. Mais Inch'Allah, on essaiera de se faire quelque chose d'autre avec d'autres thématiques. Okay. Justement, j'invite les gens de ta chaîne s'ils ont des questions ou des thématiques qu'ils voudraient aborder, on verra, Inch'Allah, on essaie de se faire... Avec plaisir, justement, on est là pour les accompagner. Voilà, on essaie aussi de partager du contenu, partager de l'information, aider les gens, et voilà, les rassurer par rapport à leur projet. Leur projet, ouais. Et les accompagner s'ils veulent qu'on les accompagne. Donc, on est là pour eux, en tout cas. Marhaba bihom, ou marhaba bikom fi bladkom, mais marhaba bikom fi Maghreb, parce que c'est le pays de tous. Bien sûr, il peut venir de Chine, d'Australie ou là il peut venir vivre au Maroc, il sera bien accueilli. Il sera toujours chez lui. Il va se sentir chez lui. Il y a de la vibe, alhamdoulilah. Et j'espère qu'elle va rester. Exact. Merci à toi, en tout cas, Mohamed. Et à bientôt, Inch'Allah. J'espère que cette interview vous a plu et que notre échange avec Mohamed vous a plu. Si vous souhaitez être à la place de Mohamed, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail installationaumaroc@gmail.com et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Salama.